L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. Nous l'avions abordé il y a peu dans cette vidéo. L'extrême droite a pris ou s'approche du pouvoir dans de nombreux pays européens. Aujourd'hui, c'est avec Matteo Salvini de la Ligue italienne, Viktor Orban du Fidesz en Hongrie, Santiago Abascal de Vox en Espagne, Jarosław Kaczynski de Droit et Justice en Pologne, mais aussi c'est avec Giorgia Meloni de Fratelli Italia, le FPÖ autrichien, le Vlaams Belang de Tom van Krieken et nos alliés danois, estoniens et finlandais que nous initions ce changement. Après nous avoir exposé comment ces formations sont parvenues à gagner les plus hautes sphères des États, nos journalistes basés aux quatre coins du continent s'épanchent aujourd'hui sur les conséquences. Nous allons parler de la mise en danger de certains droits, de la diminution des fonds destinés à la culture et des politiques migratoires très restrictives. Derrière les promesses populistes, quelles sont réellement les politiques mises en place par l'extrême droite quand elle accède au pouvoir? Et comment expliquer la montée de l'extrême droite dans l'ensemble des pays européens? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo pour Blast. Pour moi, déjà, le principal danger avec l'arrivée de l'extrême droite, c'est que quand on regarde l'histoire française, mais aussi l'histoire d'autres pays, c'est que l'extrême droite, on sait toujours comment elle arrive, mais on ne sait pas forcément comment elle va partir. C'est-à-dire qu'elle peut arriver au pouvoir par des moyens démocratiques, et après, on a de nombreux exemples dans l'histoire où ils vont tordre les institutions, changer les lois pour ne plus quitter le pouvoir, pour aller au-delà de ce que prévoit la Constitution. On entend dans le discours de l'extrême droite, de Jordan Bardella par exemple, que la France devrait arrêter de se soumettre aux juridictions européennes. Nous proposons précisément aux Français de reprendre le contrôle de notre pays par notamment le patriotisme économique, la maîtrise des frontières ou la souveraineté juridique est peut-être la plus importante et qui consiste à dire que les lois françaises, les lois votées en France doivent être supérieures à toute autre loi et notamment aux lois européennes. Ça veut dire que la France pourrait faire passer des lois même si elles sont considérées comme des atteintes aux droits de l'homme. C'est ça la logique qu'ils veulent pousser. Et ça veut dire que derrière, on peut imaginer qu'ils vont restreindre les droits des femmes sur les questions d'avortement, les droits des homosexuels. Il y a toute une question de droits sociaux, et notamment, on le sait, leur cœur de cible, c'est les immigrés. Alors, il y a les immigrés en situation régulière ou irrégulière, les gens qui n'ont pas de papier français. Eux, déjà, seront les premières victimes. Mais même certaines personnes qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Ensuite, la dernière chose, c'est que sous prétexte de lutter contre l'assistanat, elle va s'attaquer aux aides sociales. Les aides sociales, c'est quoi ? C'est les aides au logement qui permettent à ceux qui sont au bord de basculer à la rue, de peut-être devenir SDF, de ne pas y aller grâce à une aide de l'État. Et c'est, moi, je crois, l'honneur de notre pays d'organiser cette solidarité-là. Et Marine Le Pen, avec tout son discours anti-assistanat, va en fait s'en prendre aux plus pauvres. Et c'est ça, l'un des dangers sociaux très forts que représente, à mon sens, le RN. Geert Wilders savoure sa victoire. À 60 ans, reconnaissable à sa chevelure blond platine, le leader de l'extrême droite néerlandaise a remporté mercredi dernier les élections législatives. Avec ces nouvelles élections, là je parle à terme spéculatif bien sûr, ce qui pourrait arriver, c'est plutôt une coupe budgétaire dans la culture. D'ailleurs, Geert Wilders l'avait déjà un peu annoncé. S'il avait le pouvoir exécutif, il irait chercher de l'argent dans le secteur culturel, dans le secteur universitaire. Donc, il y aurait moins d'argent pour l'art, pour la culture, pour l'université, donc pour l'enseignement. Pour ce qui est des droits, alors c'est un pays très conservateur, mais c'est aussi un pays très libéral. Donc, pour ce qui est des droits, c'est impossible,
je pense que ça change énormément. Donc, ce qui est un peu rassurant tout de même. Il ne pourra pas toucher à la Constitution. Au niveau des droits, je pense que ce qui est plus important, c'est toutes les choses qu'elle n'a pas fait. Parce que du moment qu'elle n'a rien fait sur ces côtés-là, c'est déjà une action de ne rien faire. Et c'est vrai qu'elle n'a pas touché la loi sur l'avortement, heureusement, je dirais. Mi vedete? Ok. Non intendo abolire la legge 194. Non intendo modificare la legge. Non intendo modificare la legge 194. Capito? I don't want to cancel it. Ok? In quale lingua lo posso spiegare? Mais en même temps, elle n'a rien fait pour améliorer la situation. Voglio applicare la legge 194, cioè aggiungere un diritto. Vuol dire, se oggi ci sono delle donne che in Italia si trovano costrette ad abortire, voglio dare loro la possibilità di fare una scelta diversa, senza nulla togliere a chi vuole fare la scelta d'aborto. Par exemple, l'Italie, ça vient d'être complètement touché par un cas de féminicide très dramatique d'une jeune femme qui a été tuée par son ex-fiancé. Mais c'est à moi qu'on parle de ça. Il y a eu une très grande manifestation dans la rue par toutes les femmes. Et Giorgia Meloni, elle n'a pas vraiment parlé de ça. Et la dernière chose que je voudrais citer, c'est aussi ce que Giorgia Meloni a fait contre une mesure qui c'est très, très important pour l'Italie. On était un des derniers pays à le faire, et que c'était les revenus pour les gens qui n'ont pas de travail, il reddito di cittadinanza. Et cette mesure, Giorgia Meloni l'avait promis pendant la campagne électorale qu'elle allait l'éliminer. Elle a fait comme ça, elle l'a changé. Maintenant, on continue à l'avoir, mais c'est très petit, seulement pour qui commence à faire des cours de formation, c'est complètement différent. Et cette action, elle l'a fait parce que il y a eu toute une campagne politique, médiatique qui disait ces gens-là, ils ne font rien, c'est des gens qui veulent pas travailler. Et elle a donné cette réponse à son électorat. Et c'est incroyable à dire, mais c'est une mesure qui aidait les pauvres, une mesure qui s'était demandée par l'Europe et qui a été finalement détruite par ces gouvernements-là. Et ça, c'est une des choses qu'elle peut dire qu'elle a fait finalement, mais c'était vraiment une réponse pour son électorat. Perché sì, noi abbiamo anche cancellato il reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare. Lo rifarei 1000 volte. Quant au volet purement sociétal, c'est-à-dire que d'une part, il y a cette stigmatisation des familles homoparentales et de la communauté LGBT plus globalement. Le fait que on inscrive dans la Constitution le mariage hétérosexuel et le fait que le père soit un homme et la mère est une femme, sous-entendant que les familles avec des couples de même sexe n'ont pas le droit d'avoir des enfants et ne seraient pas en fait une famille au sens légal du terme. Il y a aussi toute cette politique familiale nataliste qui a été impulsée à l'époque par Katalin Novák, qui était la ministre de la Famille, qui aujourd'hui est devenue la présidente de la République, avec un rôle purement honorifique, mais qui est quand même l'incarnation de cette politique familiale. The most important outcomes of our 10-year family-friendly or family-oriented policies that the abortions dropped by 41%. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une société fracturée, on va dire, entre les urbanistes et les non-urbanistes, qui, si on devait schématiser, les urbanistes sont plutôt dans les campagnes et les anti-urbanes sont plutôt dans les villes, quoi. Lorsqu'il y a eu la négociation qui est venue établir un peu le contrat du gouvernement donc sur les années à venir, sur un document de 60 pages, les démocrates suédois ont réussi à intégrer dans ce texte-là 18 pages, donc sur un document de 62 pages, 18 pages sur les questions d'immigration, d'exil et de l'identité de manière globale. Donc ce qui est, je trouve, particulièrement marquant et plus récemment, une des actualités qui a pu faire un peu du bruit ici, c'est que la Suède a décidé de doubler le seuil minimum pour bénéficier d'un visa, donc pour les travailleurs étrangers, non citoyens de l'Union européenne, ce qui
va en fait techniquement rendre sans papier environ 14 000 personnes ici à terme. Donc lorsque leur visa de résidence va arriver à terme, c'est environ 14 000 personnes qui ne pourront plus habiter en Suède. Les effets concrets de cette arrivée au pouvoir de l'extrême droite, elle se manifeste surtout par des réformes brutales sur la question de l'immigration. Un dernier point qui est l'asile et la politique d'accueil des réfugiés en Suède. C'est un pays traditionnellement qui a voulu accueillir beaucoup de personnes qui fuient des conflits, etc. Et aujourd'hui, cette politique d'accueil, elle a été battue en brèche puisque depuis la formation de ce nouveau gouvernement, il y a cette intention de réduire en fait l'accueil des personnes réfugiées au strict minimum. Donc, on passe d'un des pays les plus accueillants qui représentait un peu le pays européen à promouvoir l'accueil des personnes réfugiées, vient de prendre un tournant en fait et aujourd'hui a décidé de totalement réduire en fait au minimum le nombre de personnes exilées accueillis dans le pays. Our problem with immigration is that the immigration policy is extreme, and we have it has come a lot of immigrants to Sweden for the last decades, and most of them haven't got a chance to be a part of the Swedish society, and of course many of them have been Muslims. Okay. Pour ce que le plan social, la Pologne du Parti droit et justice foncièrement en fait a vraiment divisé la société polonaise. Aujourd'hui, la polarisation atteint un niveau sans précédent en Pologne. On parle d'un des pays les plus polarisés en Europe. Et également, la Pologne du Parti droit et justice a drastiquement restreint le droit à l'avortement. On se souviendra qu'en 2020, le tribunal constitutionnel polonais, qui est lui-même inféodé à l'exécutif sortant, avait jugé contraire à la loi fondamentale du pays l'avortement pour cause de malformation du fœtus. Donc jusque-là, avorter pour cause de fœtus malformé, c'était une des raisons principales pour les femmes d'avorter en Pologne. Donc le PiS a carrément interdit cette condition. Donc ça a suscité en Pologne d'énormes manifestations aux quatre coins de la Pologne. Pour ce qui est en fait aussi de la liberté de la presse, le pouvoir de droit et justice a fait main basse sur l'audiovisuel public. Donc la télévision publique s'est transformée en organe de propagande véritablement. Certains Polonais qui ont vécu l'ère communiste avant 89 même disaient que la télévision publique en Pologne était rendue plus propagandiste que l'étaient les médias durant l'époque communiste. Donc, c'est dire, en fait, le niveau de rhétorique qui était véhiculé par l'audiovisuel. La montée de l'extrême droite, on l'observe en Europe, mais on l'observe en fait dans plein de pays du monde. On a vu, même si c'est une forme différente d'extrême droite, Trump gouverner aux États-Unis, on l'a vu en Argentine, on l'a vu au Brésil. Il y a plein de pays du monde où on voit émerger des leaders populistes, racistes, d'extrême droite, avec plein de tendances différentes. Pour revenir à l'échelle européenne, il y a quand même, à mon sens, la défiance envers les élites et les institutions. Et ce qui se passe en France, à mon avis, est une mécanique similaire qui est à l'œuvre dans tout un tas de pays d'Europe où il y a un sentiment de dépossession du pouvoir électoral, du pouvoir politique, du pouvoir démocratique par les citoyens. Et c'est ce sentiment-là, il a toujours favorisé la montée de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite aux Pays-Bas pourrait être liée à la montée de l'extrême droite à un niveau européen, parce que, encore une fois, ça a été une surprise, cette percée aux élections. Nous veillerons à ce que les Pays-Bas soient réservés aux Néerlandais. Nous limiterons le tsunami de l'asile et de l'immigration. Les gens auront à nouveau plus d'argent dans leur porte-monnaie. Cette victoire confirme la poussée de l'extrême droite en Europe. Elle intervient 2 mois après l'investiture de Robert Fico en Slovaquie et 1 an après l'arrivée au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni.
Donc c'est possible que ça soit lié à une montée européenne, à un vent de panique en fait en Europe qui soufflerait peut-être sur les pays. C'est vrai que c'est assez fou de voir tous ces pays qui passent à l'extrême droite. Je pense qu'en effet, en fait, ils ont analysé peut-être les voisins en se disant mais en fait c'est pas horrible. L'extrême droite chez nos voisins, est-ce qu'on n'essayerait pas? Je pense que il y a un peu ce côté-là d'avoir vu ça chez les autres. Alors le problème, c'est qu'en effet, il n'y a pas eu encore les effets de l'extrême droite dans ces pays. On n'a pas pu les observer. Encore une fois, c'est peut-être une panique parce que je pense que les gens qui ont voté extrême droite ne se sont pas rendus compte que pour l'instant, il n'y avait pas d'effet. Je pense que la montée de l'extrême droite en Italie a beaucoup de connexions avec la montée de l'extrême droite en Europe. C'est très intéressant de voir les relations qu'ils continuent à avoir entre eux. Moi, je crois qu'il y a vraiment une influence. Donc, tous les pays, il y a l'électorat italien a beaucoup regardé qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays. Donc, le fait qu'il y a des autres pays dans lesquels les discours de l'extrême droite commencent à avoir toujours beaucoup plus d'espace, ça a été une influence aussi pour l'Italie. Une des choses plus intéressantes que je pense que l'extrême droite continue à montrer, c'est qu'ils ont des relations très fortes entre eux, les leaders. Giorgia Meloni elle continue à avoir des relations très fortes avec Orban, par exemple. Donc, elle vient de les visiter tout le temps. Donc, même si au niveau international, son comportement est parfait, elle ne fait rien qui va contre la ligne atlantique et européenne. En même temps, ses relations avec, par exemple, Orban, elle est toujours là, elle vient de participer, ça fait un mois, au forum de la natalité, donc ils sont très étroits, ils ont des liens qui sont très étroits, ils sont toujours plus puissants, moi je pense. En Pologne, le parti allié de Viktor Orban, le PiS, donc Droit et Justice, de membres de la droite conservatrice, est certes arrivé en tête au niveau des votes, mais n'a pas pu conserver le pouvoir qui va être repris par Donald Tusk, qui lui est plutôt d'une droite libérale. Donc ça a été un gros revers pour Viktor Orban, qui croyait vraiment au maintien du PiS au pouvoir. Et la Pologne, c'était jusqu'à présent son principal allié dans la lutte contre l'Union européenne. Bien sûr, Orban s'est réjoui aussi de l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni en Italie. Orban, en fait, au-delà de l'extrême droite européenne, je pense à Vox, au Vlaams Belang en Belgique, au Rassemblement National, puisqu'il faut savoir que Viktor Orban a financé Viktor Orban, l'oligarque favori du régime, Lőrinc Mészáros, qui est propriétaire de la banque MKB, qui maintenant est MBH, a financé à hauteur de 10 millions d'euros la campagne de Marine Le Pen. Orban s'est rendu aussi récemment en Suisse, où il entretient de très bons rapports avec l'UDC, donc le parti populiste suisse. Et ce dimanche, il se rendra à la cérémonie d'investiture de Javier Milei en Argentine. Donc c'est là où je disais qu'en fait, Orban veut créer presque une internationale de l'extrême droite. Ça va bien au-delà de l'Union européenne. Il croit aussi en un retour de Trump aux élections américaines de 2024. Donc il y a vraiment une stratégie globale de la part d'Orban. Il y a une forme de partage des référentiels et aussi des politiques poussées par l'extrême droite. Et d'ailleurs, qui a réussi à fuiter, on va dire, dans des partis qui, traditionnellement, n'auraient pas eu des positions aussi radicales. Sur l'immigration, le Danemark, on a un gouvernement social-démocrate qui a des politiques quand même très restrictives en termes d'immigration, ce qui est assez nouveau. Ici, en Suède, c'est tout pareil. On a aussi, sur la question de l'asile, toutes les nouvelles personnes qui souhaitent venir en Suède, il y a cette réflexion éventuellement, d'analyser, de traiter leur demande d'asile dans un pays tiers en dehors de l'Union européenne, ce qui est une politique portée par le Parti conservateur. Donc, je pense qu'il y a eu surtout une forme de transfert des thématiques portées par l'extrême droite, qui a été récupérée notamment par les partis conservateurs traditionnels, et qui aujourd'hui a un peu normalisé ce discours qui avant était réservé uniquement à l'extrême droite et qui étaient des politiques et des postures trop radicales. Aujourd'hui, sur l'immigration ou même sur une forme de protectionnisme un peu économique, c'est des choses qui sont beaucoup plus audibles d'une certaine manière. Donc,
Je pense que de fait, il y a eu une forme de coalition ou de différents partis d'extrême droite en Europe parce que le résultat est là. Ça a fonctionné de capitaliser sur ces questions de l'immigration, de mettre un focus sur la criminalité, etc. Devant ses sympathisants, Jimmy Åkesson déroule son programme. La loi et l'ordre, la défense de l'État-providence qui croule sous les coups de boutoir des migrants, l'insécurité galopante, mais aussi la naïveté des autres politiciens. C'est la fin de ces 2 vidéos de Blast dédiées à l'extrême droite. De la France à l'Italie, des Pays-Bas à la Suède, de la Pologne à la Hongrie. Nous avons analysé les raisons qui ont poussé les électeurs vers l'extrême droite, les changements sociaux en cours dans plusieurs pays et les motifs de cette montée populiste. Si vous avez des témoignages provenant d'autres pays, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite à commenter et partager cette vidéo. Et je vous rappelle aussi que Blast est une information indépendante qui peut vivre grâce à vos dons. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Blast.